Je m'appelle Patrick Monroe. J'ai 34 ans, je suis avocat et je vis à New York, où les gratte-ciel et le rythme effréné de la vie peuvent facilement vous faire oublier qui vous êtes. Je suis spécialisé dans le traitement des affaires civiles complexes, les procès impliquant des litiges immobiliers, des contrats ou des intérêts d'entreprise. Le travail exige du calme, de la discipline, et parfois un cœur d'acier pour éviter de se laisser emporter par les émotions de mes clients. Mais ce dont je suis le plus fier, ce ne sont pas mes victoires au tribunal. C'est la femme qui se tient dans notre petite cuisine, fredonnant un air tout en réarrangeant le vase de fleurs sur la table. Caroline Mitchell, 26 ans, ma fiancée. Celle qui m'a appris, à moi, un type s'ensevelit sous la paperasse toute l'année, à ralentir et à réaliser que le bonheur n'a pas besoin d'être compliqué. J'ai rencontré Caroline il y a 3 ans, un après-midi pluvieux à Manhattan. C'est une architecte qui travaille pour une agence de design d'intérieur bien connue à New York. Dès notre première rencontre, j'ai été captivé par elle. Pas seulement son apparence, mais son professionnalisme. Ce jour-là, elle est entrée dans mon bureau avec un doux sourire, ses cheveux bruns soigneusement attachés et un carnet rempli de croquis. Elle portait une simple blouse blanche. Mais la façon dont elle bougeait, la façon dont elle parlait de ses idées de design dégageait un raffinement que je n'avais jamais vu chez personne d'autre. « Que voulez-vous que cet espace dise, Monsieur Monroe ?» a-t-elle demandé, ses yeux pétillants comme si elle croyait vraiment qu'une pièce pouvait raconter sa propre histoire. Je ne savais pas comment répondre. Je suis avocat. J'ai l'habitude d'analyser des contrats, pas les émotions d'une pièce. Je le veux professionnel, mais pas trop froid, ai-je répondu un peu maladroitement. Elle a hoché la tête, a griffonné quelque chose dans son carnet et a commencé à parler de l'utilisation de la lumière naturelle, des couleurs chaudes et des agencements pour créer un sentiment d'intimité. Je suis resté assis là à l'écouter et pour la première fois depuis des années, je me suis retrouvé attiré par quelque chose qui n'avait rien à voir avec le droit. Lors des réunions qui ont suivi, nous avons commencé à parler davantage. J'ai commencé à attendre ces sessions avec impatience, non seulement parce que mon bureau devenait progressivement plus lumineux, mais à cause du moment passé assis en face d'elle, à l'écouter parler et à sentir la douceur dans chacune de ses paroles. Un jour, j'ai rassemblé mon courage pour l'inviter à prendre un café. Juste pour vous remercier d'avoir transformé mon bureau en un lieu où il fait bon vivre, ai-je dit, en essayant de garder un ton décontracté. Elle a souri, ce sourire qui a fait battre mon cœur, et a hoché la tête. Juste un café, d'accord, Monsieur Monroe. Ne pensez pas que je suis facilement corruptible. Nous avons commencé par un café, puis nous sommes passés à des promenades en ville et à des escapades le week-end. Caroline m'a apporté un sentiment de calme, non pas parce qu'elle est forte comme une guerrière, mais parce que sa douceur a le pouvoir d'apaiser même mes pires journées. En retour, je sais qu'elle trouve de la stabilité en moi, une fondation qui lui permet de rêver sans craindre de se perdre. Nous nous complétons comme deux pièces de puzzle imparfaites qui s'emboîtent parfaitement. Après 2 ans de relation, je lui ai fait ma demande. Ce n'était rien d'extravagant, juste une soirée tranquille dans le petit appartement que nous venions de louer ensemble à Brooklyn. Je me suis agenouillé, tenant la simple bague que j'avais choisie il y a longtemps, et je lui ai demandé si elle voulait construire une famille avec moi. Elle a pleuré, a hoché la tête et m'a serré dans ses bras. « Tu es sûr, Patrick ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblante. « Tu es sûr de vouloir de quelqu'un comme moi ?» J'ai ri, je l'ai embrassé sur le front et je lui ai dit que je n'avais jamais été aussi certain de quoi que ce soit. Notre appartement n'est pas grand, mais Caroline en a fait un foyer. Elle a choisi chaque rideau, chaque coussin, chaque cadre photo sur le mur avec tout son amour. Chaque soir, quand je rentre du bureau, l'odeur du pain fraîchement cuit ou du curry fait maison m'accueille à la porte. Nous dînons ensemble, partageons des histoires sur nos longues journées, et parfois nous nous asseyons simplement en silence, sentant la présence de l'autre. Je pense que c'est ça, le bonheur. Simple, sincère et complet. Mais j'ai commencé à remarquer des lacunes dans l'histoire de Caroline. Chaque fois que j'évoquais sa famille, elle esquivait. « Ils sont loin », disait-elle. Ou « Ma mère ne va pas très bien, chérie ». Je ne voulais pas insister, mais le regard dans ses yeux chaque fois que je mentionnais ses parents ou son enfance me troublait toujours. Une peur fugace, comme si elle cachait un secret trop grand pour être partagé. La première fois que je l'ai vraiment remarqué, c'était un soir où nous regardions un documentaire sur des familles se réunissant après des années de séparation. J'ai demandé nonchalamment, « As-tu déjà pensé à inviter tes parents à nous rendre visite ? Je veux dire, quand nous nous marierons, ils devraient savoir où tu vis, non ?
Caroline s'est raidie, sa main agrippant fermement le coussin du canapé. Peut-être. Pas encore, a-t-elle répondu, sa voix si douce que je pouvais à peine l'entendre. Puis elle s'est levée, a dit qu'elle avait besoin d'une douche, et m'a laissé avec un sentiment de malaise que je ne pouvais pas expliquer. Après ça, j'ai commencé à faire plus attention. Elle ne parlait jamais de son enfance, ne mentionnait jamais de frères et sœurs, et n'avait aucune histoire de vacances ou de vacances en famille comme celle que je partageais sur les étés chez mes grands-parents. Quand j'ai sondé plus profondément, elle a toujours trouvé un moyen de changer de sujet ou a souri et a dit « Le passé est passé, mon amour. Ce qui compte, c'est que nous nous ayons l'un l'autre. » Maintenant. Je voulais la croire. Penser que c'était juste la sensibilité de quelqu'un qui ne voulait pas déterrer de vieux souvenirs. Mais l'avocat en moi, la partie qui cherche toujours la vérité, a commencé à s'agiter. Je sentais qu'il y avait une porte verrouillée dans le cœur de Caroline, et derrière elle se cachait une histoire qu'elle ne voulait pas que je touche. Un soir, lors d'un dîner chez un collègue, la pièce était animée de bavardage et de rire, et Caroline, comme d'habitude, était le centre de l'attention avec son sourire radieux et sa conversation charmante. Elle portait une robe vert pâle, ses cheveux tombant librement, et je ne pouvais pas la quitter des yeux. Mais quand un collègue masculin, Tom, s'est approché pour lui serrer la main, j'ai remarqué que le corps de Caroline se tendait. C'était juste une poignée de main polie, mais elle a fait un petit pas en arrière, presque instinctif, et le sourire sur son visage a disparu pendant une fraction de seconde. « Désolée, je suis un peu maladroite », a-t-elle dit, forçant un rire pour le cacher, mais j'ai vu ses mains trembler légèrement alors qu'elle serrait son verre de vin. Tom ne l'a pas remarqué, mais moi si. J'ai surpris la façon dont ses yeux parcouraient la pièce comme si elle cherchait une issue. Sur le chemin du retour ce soir-là, j'ai demandé doucement, « Ça va ? Tu semblais mal à l'aise à la fête tout à l'heure. » Elle a regardé par la fenêtre de la voiture, les lampadaires vacillant sur son visage, et a répondu d'un ton plat. « C'était juste trop bondé, chérie. J'étais un peu fatigué, c'est tout. » J'ai hoché la tête, ne voulant pas la presser, mais au fond de moi, une question a commencé à prendre racine. De quoi avait-elle si peur ? Les signes continuaient d'apparaître, même dans notre propre appartement. Chaque nuit avant de se coucher, Caroline avait une habitude que j'avais initialement trouvée attachante. Elle vérifiait toujours la porte d'entrée, la verrouillant 2 fois, puis faisait le tour pour s'assurer que chaque fenêtre était bien fermée. « Je veux juste être très sûre », disait-elle quand elle me surprenait à la regarder avec curiosité. J'ai souri, pensant que c'était juste sa nature prudente. Mais il y avait des nuits où je me réveillais au milieu de la nuit pour trouver son côté du lit vide. La première fois que c'est arrivé, j'ai paniqué, pensant qu'elle était partie quelque part. J'ai sauté du lit, je suis allé dans le salon et je l'ai trouvée recroquevillée dans un coin du canapé, les bras enroulés fermement autour de ses genoux, ses yeux fixant le vide. « Caroline », ai-je appelé doucement, mon cœur battant la chamade. Elle a tressailli, se tournant pour me regarder, et pendant un instant fugace, j'ai vu de la peur pure dans ses yeux, comme si elle venait d'échapper à un cauchemar. « Je vais bien », a-t-elle dit rapidement, se levant et me ramenant au lit. Je ne pouvais juste pas dormir. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Cette nuit-là, alors qu'elle se blottissait dans mes bras, j'ai senti son cœur battre plus vite que d'habitude, comme si elle essayait de se calmer. Je voulais demander, comprendre, mais chaque fois que je m'approchais du bord de la vérité, elle esquivait adroitement. « Ne t'inquiète pas, Patrick », a-t-elle murmuré, sa voix si douce que j'ai dû me pencher pour l'entendre. « Je vais bien. » Mais elle n'allait pas bien, et je le savais. Puis j'ai remarqué de légères cicatrices sur le corps de Caroline. Elles n'étaient ni grandes ni proéminentes, mais en regardant de près, je les ai vues. « Qu'est-ce que c'est, mon amour ?» ai-je demandé, en gardant un ton doux. Elle a retiré sa main et a répondu rapidement. « Juste un accident de quand j'étais enfant, chérie. Ce n'est rien. » Mais la hâte dans sa voix, la façon dont elle a changé de sujet, m'a donné l'impression d'avoir touché quelque chose d'interdit. J'ai commencé à faire plus attention. Ce qui me troublait le plus, c'était la façon dont elle évitait toute conversation sur sa famille. J'ai grandi dans une famille imparfaite, mais au moins j'avais des souvenirs, des parties de baseball l'après-midi avec mon père, les fois où ma mère a brûlé des biscuits et où nous avons tous ri ensemble. Caroline, cependant, ne parlait jamais de ses parents, de ses frères et sœurs, ou de quiconque de son passé. Quand j'ai suggéré de rendre visite à ses parents pour préparer le mariage, elle a toujours trouvé un moyen de contourner le sujet. Une fois,
J'ai essayé de fixer une date précise. Nous sommes libres le mois prochain. Peux-tu arranger ça? J'adorerais rencontrer tes parents avant le mariage. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis a dit, je verrai, chérie. Le travail a été vraiment mouvementé. Mais elle n'en a plus jamais parlé, et je ne voulais pas la presser. Les pièces du puzzle commençaient à s'accumuler dans mon esprit. La façon dont elle tressaillait quand quelqu'un se tenait trop près. La façon dont elle vérifiait les fenêtres comme si elle avait peur que quelque chose n'envahisse nos vies. La façon dont elle tremblait dans un coin de la pièce les nuits où elle pensait que je ne la voyais pas. Et par-dessus tout, la façon dont elle verrouillait son passé comme une boîte que personne n'était autorisé à ouvrir. Avec mes instincts d'avocat, je savais que quelque chose n'allait pas. J'avais analysé des centaines de cas, cherchant la vérité dans des témoignages contradictoires, et maintenant je sentais un immense secret se cacher derrière les yeux de Caroline. Je ne pouvais plus rester immobile. J'avais besoin de comprendre ce qui lui était arrivé, non pas pour satisfaire ma curiosité, mais pour trouver un moyen de l'aider à échapper à l'obscurité qui la retenait captive. J'ai commencé par les plus petits indices. Caroline parlait rarement de son passé, mais dans des moments de relâchement, elle laissait échapper quelques détails. Une fois, alors que nous regardions un film sur une petite ville, elle a lâché, ça ressemble exactement à mon lycée à Providence. Ce n'était qu'une seule phrase, mais c'était la première pièce du puzzle. Providence, Rhode Island, à environ 4 heures de route de New York. J'ai gardé le nom en tête, sans insister, sachant que si je creusais trop profondément, elle se refermerait à nouveau. J'ai commencé à enquêter, mais je l'ai fait discrètement, comme je le ferais en analysant une affaire. Je ne voulais pas que Caroline se sente violée. Un après-midi, alors qu'elle était sortie rencontrer un client, j'ai fouillé dans de vieilles affaires qu'elle gardait dans une boîte en bois sous le lit. À l'intérieur, j'ai trouvé quelques vieilles photos, un bracelet en argent terni et un petit carnet relié en cuir au bord jauni. J'ai ouvert le carnet, le cœur battant comme si je touchais quelque chose d'interdit. Les pages à l'intérieur tremblaient de l'écriture de Caroline, mais ce n'était pas la Caroline que je connaissais, la femme douce et toujours souriante. C'était une Caroline différente. Une jeune fille terrifiée écrivant en lettres tremblantes et déformées comme si sa main tremblait en écrivant. Il est revenu la nuit dernière, lisait-on sur une ligne. J'ai entendu ses pas. J'ai fait semblant de dormir, mais je savais qu'il était à la porte. J'avais trop peur de respirer. J'ai continué à lire, le cœur se serrant. Les pages suivantes décrivaient des nuits angoissantes, des fois où elle se cachait dans le placard, priant pour que personne ne la trouve. Sur une page, elle a dessiné une image qui m'a glacé le sang. Une grande silhouette sombre, sans visage, avec des yeux rouges brillants et des dents pointues comme un monstre de cauchemar. Sous le dessin, elle a écrit « Je veux m'enfuir, mais il n'y a nulle part où aller ». J'ai fermé le carnet, mes mains tremblant tellement que j'ai failli le laisser tomber. Je ne voulais pas croire ce que je venais de lire, mais tout a commencé à se connecter. Les cicatrices, les tressaillements, les nuits où elle était assise recroquevillée dans un coin. Tout cela faisait partie d'une histoire horrible. Je suis resté assis là, dans notre appartement silencieux, ayant l'impression que le monde venait de s'effondrer. Caroline, la femme que j'aimais, avait vécu quelque chose de terrible, et elle avait porté cette douleur seule toutes ces années. Je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais besoin de plus d'informations, j'avais besoin de comprendre. Ce week-end-là, j'ai dit à Caroline que je devais partir pour un court voyage d'affaires. Juste une petite affaire à Rhode Island, ai-je dit, en essayant de garder ma voix normale. Elle a hoché la tête, apparemment sans méfiance, mais il y avait une lueur d'anxiété dans ses yeux que je ne pouvais pas ignorer. J'ai conduit jusqu'à Providence, le cœur lourd, sachant que j'entrais dans une obscurité que Caroline ne voulait pas que je touche. À Providence, j'ai retrouvé le lycée que Caroline avait mentionné dans son journal. C'était un vieux bâtiment avec des murs en briques rouges délavées, niché au milieu de rues bordées d'arbres. J'ai trouvé son ancienne professeure, Mademoiselle Rosalie, une femme âgée aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants. Quand je me suis présenté comme le fiancé de Caroline, elle a souri. Mais ce sourire s'est rapidement estompé quand j'ai posé des questions sur l'époque de Caroline là-bas. Caroline était une élève spéciale, a dit Mademoiselle Rosalie, sa voix baissant. Très brillante, très créative, mais toujours si effrayée. Certains jours, elle venait en classe avec des bleus sur les bras, sur le cou. J'ai posé des questions, mais elle a seulement dit qu'elle était tombée. Je ne l'ai pas cru, mais à l'époque,
nous n'étions pas formés pour gérer des choses comme ça. Je me suis toujours senti coupable de ne pas en avoir fait plus. Ces mots m'ont frappé comme un couteau. Je l'ai remercié, essayant de rester calme, mais dans mon esprit, des images horribles ont commencé à se former. J'ai quitté l'école et je suis allé à l'hôpital local où j'ai utilisé quelques relations d'avocat pour accéder à de vieux dossiers. Après quelques heures, j'ai trouvé le nom de Caroline dans des rapports médicaux datant de 10 ans. Plusieurs visites à l'hôpital pour des accidents, un bras cassé, des brûlures, des coupures profondes, le tout documenté avec des notes vagues. Mais ce qui m'a glacé, c'était la fréquence. Une fille de 12 ou 13 ans ne pouvait pas avoir autant d'accidents. Je suis retourné à New York avec une boîte de Pandore que je n'étais pas sûr de devoir continuer à ouvrir. Le carnet, l'histoire de la professeure, les dossiers de l'hôpital, tout pointait vers une vérité terrifiante. L'enfance de Caroline n'avait pas été seulement difficile. C'était un cauchemar. Et les personnes qui étaient censées la protéger, ses parents, en étaient probablement la cause. Je suis resté assis dans ma voiture, regardant à travers le pare-brise, ayant l'impression d'être au bord d'une falaise. Je voulais confronter Caroline, la serrer dans mes bras et lui dire que je savais, qu'elle n'avait plus à se cacher. Mais j'avais aussi peur. Peur que si je la forçais à affronter la vérité, je ne serais pas capable de le supporter. Peur qu'elle se referme à nouveau, cette fois pour de bon. J'ai conduit tard ce soir-là, l'esprit en ébullition. Notre appartement brillait d'une lumière jaune chaude, mais cette fois, cela ne m'a pas apaisé. Caroline était assise sur le canapé, tenant un livre, ses cheveux bruns tombant sur ses épaules. Elle a levé les yeux et a souri en me voyant. « Tu rentres tard », a-t-elle dit en se levant pour me serrer dans ses bras. Je l'ai serré en retour, mais mon cœur était lourd. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ce que j'avais vu, lu et entendu. « Ça va ?» a-t-elle demandé en me regardant avec des yeux inquiets. « Je vais bien », ai-je menti en l'embrassant sur le front. Juste un peu fatigué. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé à côté de Caroline, écoutant sa respiration régulière. Mais mon esprit était hanté par l'image de la silhouette sombre dans son carnet. Je savais que je me rapprochais d'une vérité horrible. Et bien que je veuille la protéger, je savais aussi que cette vérité pourrait tout changer entre nous. Je ne pouvais plus retarder. Chaque jour qui passait, je voyais Caroline piégée dans son propre cœur. Elle souriait toujours, cuisinait toujours des dîners chauds, me serrait toujours dans ses bras quand je franchissais la porte, mais je savais qu'elle portait un fardeau trop lourd à supporter. Je ne pouvais pas rester là et regarder cela la détruire une seconde de plus. Mais comment pouvais-je aborder le sujet? Comment pouvais-je toucher une blessure qu'elle avait passé toute sa vie à cacher? Je suis avocat. Je sais comment poser des questions pour découvrir la vérité dans une salle d'audience. Mais ce n'était pas une affaire. C'était la femme que j'aimais et je ne voulais pas qu'elle se sente à nouveau jugée ou blessée. J'ai décidé de parler à Caroline un samedi soir. C'était une nuit où nous étions tous les deux libres et je voulais que l'atmosphère soit douce et sûre pour qu'elle ne se sente pas acculée. J'ai préparé un dîner simple, ses spaghettis préférés avec une sauce tomate maison et un verre de vin rouge. J'ai mis de la musique de jazz douce et les lumières de l'appartement étaient tamisées pour une lueur chaude. Caroline est sortie de la chambre dans un pull ample, ses cheveux attachés lâchement et a souri en voyant la table. « Quelle est l'occasion spéciale, aime l'avocat ?» a-t-elle taquiné, s'asseyant en face de moi. J'ai souri, mais mon cœur battait la chamade. « Je voulais juste une belle soirée avec toi, » ai-je dit, en essayant de garder ma voix naturelle. Nous avons mangé et bavardé de petites choses. Son nouveau projet de design, une affaire ridicule à mon bureau. Mais dans mon esprit, les pages de son journal, les dossiers de l'hôpital et les paroles de son ancienne professeure tourbillonnaient sans relâche. Je savais que le moment approchait, et je ne pouvais pas reculer. Après le dîner, nous nous sommes assis sur le canapé, Caroline reposant sa tête sur mon épaule, sa main entrelacée avec la mienne. J'ai pris une profonde inspiration, ayant l'impression d'être devant le procès le plus important de ma vie. « Caroline » ai-je commencé, ma voix basse mais claire. « Je dois te parler de quelque chose. » Elle a relevé la tête, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Qu'y a-t-il, Patrick ?» a-t-elle demandé, sa voix douce, comme si elle avait peur que ce que je pourrais dire ne brise la paix du moment. Je lui ai tenu la main fermement, la regardant droit dans les yeux. « Je sais que tu as traversé des choses très difficiles, » ai-je dit lentement, choisissant chaque mot avec soin. « Je ne veux pas te pousser, mais j'ai vu des choses, ton journal, et je suis allé à Providence.
J'ai parlé avec mademoiselle Rosalie et j'ai trouvé tes dossiers d'hôpital. J'ai fait une pause, observant son visage. Ses yeux se sont agrandis, ses lèvres ont tremblé comme si je venais de toucher une blessure qui n'avait jamais guéri. Je ne veux pas te faire de mal, ai-je continué, ma voix plus douce. Mais je ne peux plus te laisser porter cette douleur seule. Je t'aime et je veux t'aider. S'il te plaît, Caroline, dis-moi ce qui s'est passé. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait s'enfuir. Elle a retiré sa main de la mienne, se serrant dans ses bras, ses yeux frénétiques comme un animal piégé. Patrick, tu ne comprends pas, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Tu n'aurais pas dû creuser ça. Je ne voulais pas que tu saches. J'ai peur. Peur que tu me quittes. Elle s'est arrêtée, des larmes coulant sur ses joues. Je voulais la serrer dans mes bras à ce moment-là, mais je savais que je devais être patient, comme je l'avais été avec mes clients les plus difficiles. Je ne vais nulle part, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Peu importe ce que tu dis, je suis là. Mais tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, Caroline. Je te vois paniquer la nuit. Je vois ta peur. Je ne peux plus te laisser souffrir. Laisse-moi t'aider. Elle est restée silencieuse, la tête baissée, les épaules tremblantes. Puis, comme si un barrage avait cédé, elle a éclaté en sanglots. Je ne l'avais jamais vue pleurer comme ça. Pas les larmes de joie de ma demande en mariage, mais des sanglots déchirants et douloureux, comme si elle déchirait son cœur pour révéler la vérité. Je l'ai prise dans mes bras, la laissant reposer contre ma poitrine et j'ai attendu. Je savais qu'elle avait besoin de temps, et j'étais prêt à attendre toute une vie si cela signifiait qu'elle parlerait. Finalement, entre deux sanglots, elle a commencé à parler. Sa voix tremblait, hésitante, mais chaque mot me transperçait le cœur comme un couteau. J'ai grandi à Providence avec ma famille, a-t-elle dit. Mais ce n'était pas le genre de famille que tu imagines. Mon beau-père, Craig Donovan, c'était un monstre. Elle a fait une pause. Sa respiration laborieuse. Il a commencé à m'abuser quand j'avais 9 ans. Au début, c'était des coups, mais ensuite. Ensuite il a fait des choses pires. Il m'a molesté, Patrick. Il a fait des choses que je ne peux même pas dire à voix haute. Ses larmes ont trempé ma chemise, mais je n'ai pas osé bouger, de peur que le moindre mouvement ne la fasse arrêter. Et ma mère, Donna, a-t-elle continué, sa voix épaisse de douleur. Elle savait. Elle savait tout, mais elle n'a rien fait. Elle est restée silencieuse, l'a même défendue. Elle a dit que si je le disais à quelqu'un, cela détruirait la famille, que ce serait moi qui ruinerais tout. Je vivais dans la peur tous les jours, Patrick. Je n'avais nulle part où me cacher, personne vers qui me tourner. Les cicatrices, les visites à l'hôpital, tout était à cause de lui. Les paroles de Caroline m'ont transpercé le cœur comme une centaine de couteaux aiguisés, chacun plus froid et plus douloureux que le précédent. J'étais assis là, sur le canapé de notre petit appartement, la lumière jaune chaude s'estompant maintenant devant la tempête d'émotions qui tourbillonnait en moi. Elle s'est effondrée contre ma poitrine, son corps tremblant, ses larmes trempant ma chemise. Je l'ai serrée fort, essayant de ne pas craquer. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression que mon monde entier s'était brisé. Caroline, la femme dont le sourire illuminait une pièce, qui avait transformé cet appartement en un foyer, la personne que j'aimais plus que tout, avait vécu un enfer que personne, pas même moi, n'avait connu. Et sa mère, celle qui aurait dû la protéger, avait choisi de rester aux côtés de ce monstre. Je n'ai pas pu trouver les mots tout de suite. La colère, la douleur et l'impuissance s'en mêlaient en moi, m'étouffant. Je voulais crier, frapper le mur, conduire directement à Providence et confronter cet homme nommé Craig Donovan, celui qui avait transformé son enfance en un cauchemar. Mais en regardant les yeux rouges et larmoyants de Caroline, je savais qu'elle n'avait pas besoin de ma colère en ce moment. Elle avait besoin que je sois là pour l'écouter, pour être son encre afin qu'elle ne s'effondre pas. Je lui ai caressé les cheveux, ses mèches brunes douces glissant entre mes doigts, et j'ai essayé de respirer régulièrement pour garder ma voix calme. « Caroline », ai-je murmuré. « Tu n'as plus à traverser ça seule. Je suis là. Je serai toujours là. » Elle a levé les yeux, ses yeux remplis de larmes, son regard un mélange de désespoir et de confusion. « Mais que penseras-tu de moi, Patrick » a-t-elle murmuré, sa voix se brisant comme du verre. « Je me sens si sale. Je me sens comme une ordure, comme si je ne te méritais pas. » J'ai essayé de le cacher, de vivre comme une personne normale, mais chaque nuit,
je le vois dans mes rêves. Je vois les yeux de ma mère, froids et indifférents. J'ai peur que tu sois dégoûté de moi, que tu me quittes quand tu sauras la vérité. Ces mots étaient un autre couteau, plus profond, plus aiguisé. Mon cœur me faisait mal, non pas à cause de ce qu'elle avait vécu, mais parce qu'elle pensait que je pourrais un jour lui tourner le dos. J'ai pris son visage en coupe, essuyant les larmes de ses joues, et je l'ai regardé dans les yeux. « Caroline », ai-je dit, ma voix chargée d'émotion. Je me fiche d'où tu viens ou de ce que tu as vécu. Je ne me soucie que de l'avenir que nous construirons ensemble. Tu n'es pas sale. Tu n'es pas une ordure. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Tu as survécu à tout ça, et tu es toujours là, toujours aimante, apportant toujours de la lumière dans ma vie chaque jour. Je t'aime, et rien au monde ne pourrait changer ça. Elle a secoué la tête, d'autres larmes coulant, mais cette fois, j'ai vu une légère lueur dans ses yeux, une pointe de soulagement mêlée à de la douleur. Mais je me sens coupable, Patrick, a-t-elle murmuré. J'ai honte de ne pas m'être enfui, de ne pas avoir crié, de n'avoir rien fait pour l'arrêter. Je l'ai laissé continuer. J'ai laissé ma mère le couvrir. J'ai l'impression que c'est aussi de ma faute. Elle s'est effondrée, son corps devenant mou dans mes bras comme si sa dernière once de force l'avait quitté. Je l'ai serré plus fort, sentant son cœur battre la chamade, et j'ai su que sa douleur n'était pas seulement les cicatrices sur son corps, mais les profondes blessures de son âme portées pendant tant d'années. Ce n'est pas de ta faute, ai-je dit fermement, ma voix stable comme si j'étais dans une salle d'audience. Tu n'étais qu'une enfant, Caroline. Tu n'aurais pas pu l'arrêter. Mais tu n'es plus cet enfant. Et je suis là, juste à côté de toi. Nous affronterons ça ensemble, d'accord ? Elle a pleuré, ses sanglots s'adoucissant, mais elle s'est accrochée à moi fermement comme si elle avait peur que lâcher prise ne la fasse tomber dans un vide sans fin. Je lui ai frotté le dos, murmurant des mots de réconfort, bien qu'à l'intérieur, un feu brûlait. Je ne voulais pas seulement la tenir. Je ne voulais pas seulement essuyer ses larmes. Je voulais la justice. Je voulais que Craig Donovan, l'homme qui avait transformé son enfance en un enfer, paie. Je voulais que la mère qui l'avait trahi affronte la vérité. Mais par-dessus tout, je voulais que Caroline sache qu'elle n'était plus seule. Alors qu'elle s'est finalement endormie dans mes bras, son visage encore humide de larmes, j'ai eu l'impression que le monde avait changé. Je suis resté assis là, dans la pénombre de notre appartement, la lueur jaune n'étant plus que de légères traînées. Je l'ai regardée, ses cheveux bruns en désordre, ses sourcils légèrement froncés même dans son sommeil. Et je me suis juré que je la protégerais, que je rattraperais les années qu'elle avait dû endurer seule. Mais je savais que ce choix n'était pas simple. Cela signifiait entrer dans une bataille épuisante, non seulement avec ceux qui l'avaient blessé, mais avec son passé, avec les ombres qui la hantaient chaque jour. Cela pourrait affecter ma réputation, la carrière que j'avais bâtie. Mais je m'en fichais. Rien n'importait plus que Caroline. Après la nuit où Caroline s'est ouverte, j'ai remarqué un changement en elle. Ce n'était pas immédiat ou évident, mais il y a eu un changement subtil. Elle vérifiait toujours les fenêtres avant de se coucher, tressaillait toujours lorsque le téléphone sonnait de manière inattendue, mais parfois je la surprenais à me regarder avec une nouvelle expression, comme si elle essayait de croire qu'elle était vraiment en sécurité, qu'elle n'avait plus à courir. Mais je savais que pour la libérer vraiment, la réconforter ne suffisait pas. Sa confession était le premier pas, mais la vraie justice exigeait plus. Je suis avocat, et s'il y a une chose pour laquelle je suis doué, c'est de transformer des pièces éparses en une histoire convaincante devant un tribunal. C'était l'affaire la plus importante de ma vie. Et je n'échouerai pas. J'ai commencé à organiser les vérités que Caroline avait partagées ainsi que ce que j'avais découvert à Providence. J'ai contacté un détective privé, un vieil ami nommé Marcus, qui m'avait aidé dans des affaires civiles complexes auparavant. J'ai besoin que tu trouves tout ce que tu peux sur un homme nommé Craig Donovan à Providence, Rhode Island, ai-je dit au téléphone, en gardant ma voix basse pour que personne au bureau ne puisse entendre. Dossier de police, dossier d'hôpital, assurance, tout ce qui existe. Et aussi tout sur une fille nommée Caroline Mitchell d'il y a environ 15 ans. Marcus n'a pas posé beaucoup de questions, mais je savais qu'il sentait la gravité dans mon ton. Considère que c'est fait, a-t-il dit, et j'ai entendu le grattement de son stylo à l'autre bout. En une semaine, Marcus m'a envoyé une pile de documents minces mais lourdes. Il y avait des copies des dossiers d'hôpital de Caroline. Il y avait aussi un vieux rapport de police, juste quelques lignes mentionnant un appel pour violence domestique d'un voisin,
mais aucune mesure n'avait été prise faute de preuves. J'ai serré les documents fermement, l'impression de tenir une bombe non amorcée. Ces lignes impersonnelles étaient la preuve des années horribles de Caroline, et je me suis juré de les faire parler. Je suis retourné à Providence, cette fois, non seulement pour enquêter, mais pour recueillir des témoignages juridiquement recevables. J'ai de nouveau rencontré Madame Rosalie, la professeure de lycée de Caroline. Quand j'ai demandé si elle serait disposée à fournir une déclaration sous serment, elle a hoché la tête immédiatement. Je me suis toujours senti coupable de ne pas en avoir fait plus pour cette fille, a-t-elle dit, les yeux embués d'émotion. Caroline avait toujours si peur, portait toujours des manches longues, même par forte chaleur. J'ai vu les bleus, mais elle n'a jamais rien dit. J'ai aussi retrouvé une ancienne voisine, Madame Margaret, qui avait vécu à côté de la famille de Caroline, maintenant septuagénaire aux cheveux blancs, sa mémoire était encore vive. Je savais que cette famille avait des problèmes, a-t-elle dit, sa voix tremblante en signant la déclaration sous serment. J'entendais des cris la nuit, je voyais Caroline courir dans le jardin, se serrant comme si elle avait peur de quelque chose. J'ai appelé la police une fois, mais ils n'ont rien fait. Je les remerciais, mais à l'intérieur, ma colère bouillait. Un système avait laissé tomber Caroline, et je ne le laisserai pas la laisser tomber à nouveau. Parmi les documents que Marcus a envoyés, j'ai trouvé un détail qui a fait battre mon cœur. Un rapport de police de 1998 mentionnant une allégation de harcèlement sexuel contre Craig Donovan. L'affaire avait été classée faute de preuves, mais le nom d'une femme apparaissait dans le rapport, Lisa Reynolds. J'ai demandé à Marcus de la retrouver et après quelques jours, il a signalé que Lisa vivait maintenant dans une petite ville à 30 minutes de Providence, mariée et mère de 2 enfants. Je savais que l'approcher ne serait pas facile. Si elle avait été la victime de Donovan, elle ne voudrait peut-être pas revisiter le passé, mais je devais essayer. Je suis allé en voiture chez Lisa un après-midi de week-end, portant la même anticipation nerveuse que je ressens avant un procès. Elle a ouvert la porte. Une femme d'environ 35 ans avec des cheveux blonds soigneusement attachés et des yeux lasses. Je suis Patrick Monroe, un avocat de New York, me suis-je présenté en gardant un ton doux. Je suis ici pour une affaire impliquant Craig Donovan. Je pense que vous pourriez m'aider. Lisa s'est raidie, ses yeux me parcourant comme pour chercher une issue. Je ne veux pas parler de ça, a-t-elle dit, sa voix basse mais ferme. J'ai une famille maintenant, et je ne veux pas que mes enfants soient affectés. J'ai hoché la tête, sans insister. Je comprends votre point de vue, ai-je dit. Mais il y a une autre fille, Caroline Mitchell. Elle a vécu ce que vous avez vécu, peut-être pire. J'essaie de l'aider, et je pense que vous pourriez être la clé pour s'assurer qu'il ne blesse personne d'autre. Lisa est restée silencieuse, ses mains se crispant. J'ai attendu, sachant que la pressée ne ferait que la faire se refermer. Finalement, elle m'a invité à entrer mais a demandé que je ne discute pas de tout devant son mari et ses enfants. Dans son petit salon avec des photos de famille sur les murs, Lisa a commencé à parler. Sa voix tremblait, des larmes coulant alors qu'elle décrivait comment Donovan avait profité d'elle quand elle était adolescente travaillant à temps partiel dans son magasin. Il a menacé de me faire renvoyer, a dit qu'il dirait à tout le monde que j'étais consentante, a-t-elle dit, sa voix s'étranglant. J'avais si peur que je n'ai rien dit à personne. J'ai demandé si elle serait disposée à enregistrer son témoignage juste pour soutenir l'affaire sans l'obliger à témoigner au tribunal. Elle a hésité mais a finalement hoché la tête. Dans l'enregistrement, elle a détaillé les menaces, la coercition et la manière dont Donovan l'a manipulée. C'était une preuve puissante, prouvant que son comportement n'était pas un acte isolé, mais un schéma répété. Je suis retourné à New York avec un dossier de plus en plus volumineux, le journal de Caroline, les dossiers médicaux, le rapport de police, les déclarations sous serment de Madame Rosalie et de Madame Margaret, et l'enregistrement de Lisa. Je les ai organisés méticuleusement, classant chaque preuve comme je le ferais pour une affaire majeure. Mais cette fois, je n'étais pas seulement un avocat. J'étais l'homme qui aimait Caroline. Et chaque preuve était une promesse qu'elle n'aurait plus à souffrir seule. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau, les lumières de la ville scintillant en contrebas, et j'ai su que j'étais passé d'un partenaire compatissant à un guerrier, prêt à traduire Craig Donovan en justice. Le lendemain, je suis rentré tard dans la soirée, portant le dossier et une détermination brûlante. Caroline était assise sur le canapé, serrant une tasse de thé, son regard lointain alors qu'elle regardait par la fenêtre. Je me suis assis à côté d'elle, j'ai posé le dossier sur la table basse et je lui ai pris la main. Caroline, ai-je commencé, ma voix basse mais stable.
J'ai rassemblé suffisamment de preuves. Des dossiers médicaux, des déclarations, ton journal, et même un enregistrement d'une autre des victimes de Craig Donovan. Nous pouvons engager une procédure contre lui. Tu n'as plus à fuir. Laissons la loi parler. Elle s'est figée, la tasse tremblant dans ses mains. Ses yeux se sont agrandis, remplis de panique, comme si je venais de rouvrir une porte qu'elle avait passé des années à verrouiller. Patrick, tu ne comprends pas, a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. Il va me poursuivre. Il a toujours dit que si je parlais, il me trouverait. Il me tuerait. Et ma mère, elle se rangera de son côté. Je ne suis pas assez forte pour les affronter. Des larmes ont coulé sur ses joues et mon cœur s'est serré. Je voulais la serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, mais je savais qu'elle avait besoin de plus que du réconfort. Elle avait besoin de la vérité, d'une raison de croire qu'elle pouvait se battre. Caroline, ai-je dit, lui serrant la main fermement. Je sais que tu as peur, mais si tu restes silencieuse, il n'arrêtera pas. Il t'a blessé. Il a blessé d'autres personnes. Et il continuera si nous n'agissons pas. Et surtout, tu n'as pas à faire ça seule. Je suis là. Et je ferai tout pour te protéger. Si tu te lèves maintenant, tu ne te sauves pas seulement toi-même. Tu sauves d'autres personnes qui pourraient devenir ses victimes. J'ai fait une pause, la regardant dans les yeux, essayant de lui donner un peu de ma force. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu as survécu à tout ça. Maintenant, laisse-moi t'aider à y mettre fin. Elle est tombée dans le silence, ses mains agrippant la tasse comme si c'était sa dernière encre. Les jours suivants, je l'ai vue se débattre avec elle-même. Certaines nuits, elle était assise recroquevillée sur le canapé, le regard perdu, comme si elle combattait ses propres démons. Je ne l'ai pas poussée, mais j'étais toujours là, lui rappelant qu'elle n'était plus la jeune fille effrayée dans cette maison de Providence. Un soir, en rentrant du bureau, elle était debout à la porte, ses yeux rouges mais résolus. « D'accord, Patrick, a-t-elle dit, sa voix tremblante mais ferme. Je le ferai. Je veux porter plainte contre lui. Je l'ai prise dans mes bras, sentant son corps trembler. Et j'ai su que c'était la première fois de sa vie qu'elle choisissait de se battre au lieu d'endurer. Mais ensuite, elle m'a fait asseoir, et un autre secret a été révélé. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, a-t-elle commencé, sa voix petite, comme si elle avait peur que ces mots ne brisent tout. J'ai un jeune frère, Denny. C'est le fils de ma mère. Avec Craig. Elle a hésité, ses yeux remplis de douleur. Quand j'avais 16 ans, pendant l'une des fois où il m'a fait ces choses, Denny l'a vu par accident. À partir de ce moment-là, il a vécu dans la peur. Notre beau-père le battait, le menaçait, disait que s'il parlait, nous mourions tous les deux. Denny n'a jamais osé rien dire et moi. Je l'ai laissé derrière moi quand je me suis enfui de la maison. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. J'ai pensé à un jeune garçon témoin des abus de sa sœur, vivant ensuite dans cette maison sous le contrôle d'un monstre. Est-ce que Denny est toujours là, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix calme. Elle a hoché la tête, les larmes coulant à nouveau. Il a 18 ans maintenant, mais je sais qu'il est toujours sous son contrôle. Je ne peux pas le laisser comme ça, Patrick. Si je le poursuis en justice, je veux que Denny soit libre. J'ai immédiatement su que Denny était la clé. Un témoin direct qui a vu ce que Caroline a enduré rendrait notre cas indéniable. Mais convaincre un jeune homme qui avait grandi dans la peur de témoigner ne serait pas facile. J'ai regardé Caroline, voyant le mélange de détermination et de peur dans ses yeux, et j'ai su que nous devions agir. Nous irons voir Denny, ai-je dit, ensemble. Nous sommes allés en voiture à Providence un matin de week-end, le ciel gris comme pour annoncer une tempête. Caroline était assise à côté de moi, ses mains jointes fermement, ses yeux balayant les rues familières mais obsédantes. Je lui ai tenu la main, essayant de lui offrir un peu de calme, bien que mon propre cœur battait la chamade. Nous avons convenu de rencontrer Denny à la porte de l'ancien lycée de Caroline, où il allait encore. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu un jeune homme dégingandé aux cheveux bruns en désordre appuyé contre la clôture, ses yeux méfiants comme un animal traqué. Denny, a appelé Caroline, sa voix tremblante. Elle s'est avancée, mais il a reculé, ses mains enfoncées profondément dans les poches de sa veste. « Que veux-tu » a-t-il demandé, son ton froid, mais empreint de peur. Je me suis tenu derrière Caroline, la laissant parler en premier. « Denny, je suis désolé de t'avoir laissé derrière » a-t-elle dit,
les larmes coulant sur son visage. Mais je suis ici pour arranger les choses. Nous pouvons l'arrêter, Denny. Il ne peut plus nous faire de mal. Mais j'ai besoin de ton aide. Tu as vu ce qu'il m'a fait. Si tu parles, nous pouvons le traduire en justice. Denny a secoué la tête, ses yeux fous de panique. Tu es folle, a-t-il dit, sa voix presque un cri. Il va me tuer. Il a dit que si jamais je disais quelque chose, il me trouverait. Il me ferait vivre une vie pire que la mort. Il s'est retourné comme pour s'enfuir, mais Caroline lui a attrapé la main. Denny, tu n'es pas seulement un témoin, a-t-elle dit, sa voix s'étranglant. Tu es le seul qui puisse mettre fin à ce cauchemar. Pour toi aussi. Tu ne veux pas vivre comme ça pour toujours, n'est-ce pas? Je me suis avancé, plaçant une main sur l'épaule de Caroline pour lui faire savoir que j'étais là. Denny, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Je suis avocat et je promets de te protéger. Tu n'auras pas à l'affronter seul. Nous avons des preuves, des dossiers, des déclarations, une autre victime. Mais tes paroles seront les plus fortes. Tu peux aider ta sœur et t'aider toi-même. Denny m'a regardé, puis a regardé Caroline, ses yeux oscillant entre la peur et l'espoir. Nous avons rencontré Denny plusieurs fois de plus, chaque rencontre une bataille pour l'aider à surmonter sa peur. Caroline était patiente, racontant les jours qu'ils avaient partagés, les fois où elle lui avait glissé des biscuits pour qu'il n'ait pas faim. Je l'ai rassuré sur le processus judiciaire, expliquant que je garantirais sa sécurité. Finalement, un après-midi pluvieux, Denny a hoché la tête. D'accord, a-t-il dit, sa voix petite mais résolue. Je le ferai, pour toi et pour moi. Caroline l'a serré fort dans ses bras, sanglotant. Et j'ai su que Denny n'était pas seulement un témoin clé. Il était la dernière pièce pour mettre cette affaire en lumière. Malgré avoir suffisamment de preuves et de témoins pour intenter un procès, Caroline, avec son cœur toujours en quête de quelque chose de bon, s'accrochait encore à un faible espoir que sa mère, Donna, reviendrait à la raison. Un soir, alors que nous étions assis dans notre appartement, la lumière jaune illuminant son visage, elle a saisi ma main, sa voix tremblante. « Patrick, je veux essayer une dernière fois », a-t-elle dit, ses yeux un mélange de détermination et de peur. « Je veux retourner à l'ancienne maison, parler à ma mère. Peut-être que si elle me voit Denny, elle changera. Et je veux voir Denny, pour m'assurer qu'il va bien. » Un frisson m'a parcouru l'échine. Retourner à cette maison, l'endroit qu'il avait emprisonné dans des années d'horreur, était une idée qui m'emplissait d'effroi. Mais en la regardant dans les yeux, je savais que je ne pouvais pas refuser. « D'accord, ai-je dit, en lui serrant la main. Mais je viens avec toi. Tu n'iras pas seul. » Nous sommes allés en voiture à l'ancienne maison de Providence, où son enfance était imprégnée de traumatisme. La maison se trouvait au bout d'une rue calme, ses murs en briques délavées et ses fenêtres aux rideaux tirés dégageant un air oppressant, comme si elle gardait de sombres secrets. Quand nous avons frappé, personne n'a répondu. Au début, j'ai entendu des bruits à l'intérieur, des pas lourds, des chuchotements pressés. Puis la porte s'est ouverte, et là se tenait Craig Donovan, grand et imposant, ses yeux froids brillants, puant l'alcool. Il a regardé Caroline, puis moi, un ricanement se dessinant sur son visage enflé. « Qu'est-ce que vous fichez ici, espèce de petite morveuse » a-t-il grogné, puis m'a jeté un coup d'œil. « Et qui est ce type que tu as ramené ?» Avant que je puisse répondre, une vision m'a arrêté le cœur. Denny, le jeune frère de Caroline, était à genoux sur le sol du salon, ses mains agrippant sa tête, son visage couvert de bleu. Une chaise renversée gisait à côté de lui, et j'ai entendu ses sanglots étouffés. Caroline a crié, se précipitant pour enrouler ses bras autour de Denny, des larmes coulant sur son visage. « Arrête » a-t-elle crié en le protégeant. « Ne le touche plus. » Je me suis avancé, me positionnant entre Caroline, Denny et Craig, lui faisant face directement. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé ma voix calme, bien que la rage bouillonnait dans ma poitrine. « Savez-vous qui je suis, Donovan » ai-je dit en le regardant dans les yeux. « Je suis avocat, et je sais exactement quel genre d'homme vous êtes. Vous allez payer pour ce que vous avez fait à Caroline, à Denny, et aux autres. » Il a ri, un son dur et méprisant. « Pour qui te prends-tu en venant ici » a-t-il grondé en se rapprochant, son haleine lourde d'alcool. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, gamin. » Je n'ai pas reculé. « Je sais exactement à qui, ai-je dit, ma voix froide comme de l'acier.
Et je vous promets, cette fois, vous ne vous en sortirez pas, l'air était épais de tension. Caroline s'est levée, sa main agrippant mon bras, tremblante, mais ses yeux flamboyants de résolution. Elle s'est légèrement avancée, sa voix tendue, mais claire. Tu ne peux pas te cacher éternellement. J'ai des preuves, des témoins. Je vais te traduire en justice. Et cette fois, je ne le fais pas seulement pour moi. Je le fais pour mon frère, pour qu'il n'ait pas à vivre dans l'enfer que tu as créé. À ce moment, Donna, la mère de Caroline, est apparue du coin de la pièce. Elle se tenait là, son visage froid, ses yeux vides d'émotion. Caroline, tu oses revenir pour inventer des mensonges, pour salir cette famille, a-t-elle dit, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Tu es une honte, une tache sur moi. Tu penses que tu peux tout détruire avec tes histoires inventées? Caroline a tremblé, se tournant pour serrer Denny fort. Je l'ai vu s'effondrer, non pas de peur, mais de la trahison finale de sa mère. Tu savais tout, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Tu savais ce qu'il m'a fait, et tu n'as rien fait. Pourquoi, maman? Donna s'est détournée, silencieuse, et j'ai su que la dernière lueur d'espoir de Caroline s'était éteinte. J'ai tiré Caroline et Denny sur leurs pieds, les tenant tous les deux près de moi. Allons-y, ai-je dit fermement. La vérité peut faire mal, mais elle vous libérera tous les deux. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous avons quitté la maison, ignorant les cris, les accusations et les moqueries de Craig et Donna derrière nous. Caroline s'est accrochée à ma main, les larmes coulant sur son visage, mais j'ai senti une nouvelle force en elle. Une force née de quelqu'un qui avait décidé de ne plus fuir. En quittant Providence, j'ai jeté un coup d'œil à Caroline et Denny sur la banquette arrière, se tenant l'un l'autre, leurs yeux encore rouges, mais brillants d'une étincelle d'espoir. J'ai réalisé que ce n'était pas seulement un procès pour violence domestique. C'était une bataille brutale avec Craig Donovan prêt à utiliser la violence et Donna complice de la dissimulation de ses crimes. Mais au lieu de la peur, j'ai senti ma résolution se renforcer. Je transformerai mon amour et mon empathie pour Caroline en une stratégie juridique systématique. Non seulement pour traduire Craig en justice, mais pour libérer Denny et donner à Caroline une chance de prendre un nouveau départ. Je suis retourné à New York avec une détermination inébranlable. Les jours suivants, j'ai travaillé sans relâche, transformant le dossier en un acte d'accusation en béton. J'ai intenté un procès contre Craig Donovan pour de multiples chefs d'accusation, violences domestiques, harcèlement sexuel, viol et menaces. J'ai également inclus Donna Mitchell dans la liste des accusés pour complicité, car son silence et sa dissimulation avaient permis les crimes de Donovan. Chaque ligne de la plainte était une promesse à Caroline, à Denny et à moi-même que justice serait rendue. L'affaire a rapidement fait grand bruit à Providence. Les journaux locaux ont commencé à en parler avec des titres sensationnels sur un avocat de New York s'attaquant à une famille dysfonctionnelle. Caroline est devenue anxieuse, craignant que l'attention du public ne la blesse davantage. Mais je lui ai tenu la main, lui rappelant que la lumière de la justice exige parfois de franchir des lignes douloureuses. Nous faisons ce qu'il faut, ai-je dit, et elle a hoché la tête, bien que ses yeux soient toujours remplis d'inquiétude. La première audience du tribunal a eu lieu un matin froid dans une petite salle d'audience de Providence. L'atmosphère était suffocante, comme si la pièce attendait une explosion. Craig Donovan était assis à la table des accusés, son costume bon marché ne parvenant pas à masquer la menace dans ses yeux. À côté de lui se trouvait Donna, son visage froid, ses mains jointes fermement comme pour se contenir. Ils avaient engagé un avocat notoirement agressif, James Carvey, connu pour ses tactiques de dénigrement et ses déviations. J'étais préparé à cela, mais en voyant Caroline, derrière moi, ses mains tremblantes agrippant la chaise, je savais que je ne pouvais pas me permettre d'échouer. Le procès a commencé par ma déclaration liminaire. J'ai présenté les dossiers médicaux de Caroline, les pages tremblantes de son journal, les déclarations sous serment de Madame Rosalie et de Madame Margaret, et l'enregistrement de Lisa Reynolds. Chaque preuve était une flèche perçant les mensonges de Donovan. Mais Carvey a contre-attaqué avec acharnement. Il s'est levé, sa voix aussi tranchante qu'une lame, affirmant que Caroline était mentalement instable, qu'elle fabriquait des histoires pour se venger parce que son beau-père ne l'aimait pas. Il a qualifié son journal de produit d'une imagination malade et les dossiers médicaux des « accidents typiques d'une enfant maladroite ». Il a même suggéré que les déclarations de Madame Rosalie et de Madame Margaret étaient des contes de vieilles femmes en quête d'attention. J'ai vu Caroline baisser la tête, ses épaules secouées, et j'ai dû réprimer ma colère pour rester concentré. Le jury a commencé à hésiter.
Je pouvais le sentir dans leurs regards, le doute dans leurs yeux. Alors que Carvey continuait son assaut, je savais que sans un coup décisif, nos efforts pourraient s'effondrer. C'est alors que j'ai décidé d'appeler Denny comme témoin surprise. Je l'avais préparé pendant des semaines. Mais alors qu'il entrait dans la salle d'audience, dégingandé dans une chemise trop grande, les yeux pleins de peur, mon cœur s'est serré. Caroline a agrippé ma main en murmurant « Peut-il le faire, Patrick ?» J'ai serré sa main et j'ai hoché la tête. Il le fera. Denny s'est tenu devant le tribunal, sa voix tremblante alors qu'il commençait. Mon nom est Denny Mitchell, a-t-il dit, ses yeux parcourant le jury avant de se poser sur Caroline, comme pour puiser de la force de sa sœur. Quand j'avais 7 ans, j'ai vu mon beau-père, Craig Donovan, faire des choses terribles à ma sœur, Caroline. Je l'ai vu entrer dans sa chambre la nuit, je l'ai vu pleurer, je l'ai vu la frapper quand elle a essayé de résister. Il a fait une pause, avalant difficilement, mais a ensuite continué, sa voix se raffermissant. Après ça, il a commencé à me battre, menaçant de me tuer si je parlais. J'ai vécu dans la peur pendant plus de 10 ans. Mais je ne veux plus vivre comme ça, la salle d'audience est tombée dans le silence. J'ai vu Donovan se précipiter en avant, son visage rouge, perdant son sang-froid pour la première fois. « Tu mens » a-t-il crié en frappant la table de sa main, ce qui a incité le juge à frapper de son marteau pour rétablir l'ordre. Mais son éclat a révélé sa nature brutale au jury. Donna, assise à côté de lui, a essayé de parler, niant tout. « Denny, tu ne peux pas mentir comme ça » a-t-elle crié. Mais sa voix tremblante et ses paroles contradictoires n'ont fait qu'exposer davantage sa complicité. Le témoignage de Denny, combiné aux preuves à l'appui, le journal de Caroline, les dossiers médicaux, les déclarations de Madame Rosalie et de Madame Margaret, et l'enregistrement de Lisa, a porté le coup décisif. Le jury ne pouvait plus nier la vérité. Lorsque le procès s'est terminé après 3 jours épuisants, le verdict a été rendu. Craig Donovan a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, encourant des décennies de prison. Donna Mitchell a été tenue responsable de complicité, recevant une peine plus légère, mais suffisante pour s'assurer qu'elle ne pourrait plus vivre dans le déni. Dans les jours qui ont suivi le procès, j'ai vu Caroline se transformer en une nouvelle personne, mais toujours fragile. Elle m'avait dit un jour qu'elle craignait que la vérité ne la brise. Mais maintenant, avec la vérité mise à nu, elle était comme un oiseau libéré d'une cage, mais incertain de la façon de déployer ses ailes. « Patrick » a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis sur le canapé, la lumière dorée projetant une lueur sur ses cheveux bruns. « Je n'ai plus à me cacher. Pour la première fois, je me sens plus légère. Mais j'ai toujours peur. Peur que ces souvenirs ne me quittent jamais. » Je lui ai pris la main, la serrant doucement. « Ils ne s'estomperont peut-être pas tout de suite, Caroline, » ai-je dit, ma voix douce mais stable. « Mais tu n'as plus à les affronter seule. Je suis là et nous traverserons ça ensemble. » J'ai suggéré une thérapie, non pas parce que je la pensais faible, mais parce que je savais que les blessures de son âme avaient besoin de soins professionnels pour guérir. Elle a hésité, les yeux pleins de doute, comme si elle avait peur que partager ces choses avec un étranger ne la blesse davantage. Mais après quelques semaines, elle a accepté. « Je veux essayer, pour toi et pour moi » a-t-elle dit. Et j'ai su que c'était un pas en avant significatif. Caroline a commencé à voir un thérapeute, une femme d'âge moyen à la voix chaude et aux yeux compréhensifs. Les premières séances étaient loin d'être faciles. Certains jours, elle rentrait à la maison les yeux rouges, son corps épuisé comme si elle avait couru un marathon. « Ça fait mal, Patrick » a-t-elle dit en posant sa tête sur ma poitrine. Parler de ces choses, c'est comme tout rouvrir. Mais elle n'a pas abandonné. Chaque semaine, elle a appris à faire face à ses souvenirs au lieu de les fuir, à se pardonner. Pas à Craig ou à Donna, mais à la jeune Caroline, qui avait survécu à ces années horribles sans personne pour l'aider. Je suis resté à ses côtés, écoutant quand elle voulait partager, restant silencieux quand elle avait besoin d'espace, et lui rappelant toujours qu'elle était plus forte qu'elle ne le réalisait. Denny est devenu une partie de nos vies aussi. Après le procès, il a quitté la maison de Providence et a emménagé avec nous à New York. Je me souviens du moment où il est entré dans notre appartement, une petite valise à la main, ses yeux un mélange de timidité et de curiosité. Caroline l'a serré fort dans ses bras, sanglotant. Et j'ai vu en elle un amour féroce pour son frère, l'amour d'une sœur qu'il avait un jour laissé derrière, mais qui était maintenant déterminée à se racheter. J'ai arrangé une petite chambre pour Denny,
et Caroline l'a transformé en un espace chaleureux avec des peintures qu'elle avait faites elle-même et des rideaux qu'elle avait choisis. Il mérite un endroit sûr, a-t-elle dit. Et je savais qu'elle ne parlait pas seulement de la chambre, mais d'une vie entièrement nouvelle. Au milieu de la guérison, nous avons commencé à préparer notre mariage. Caroline ne voulait pas d'une cérémonie somptueuse. Pas besoin d'extravagance, Patrick, a-t-elle dit. Juste les personnes qui se soucient vraiment de nous. J'ai souri et j'ai accepté. Nous avons réalisé que le sens du mariage ne résidait pas dans les rituels ou les lumières scintillantes. C'était l'affirmation que l'amour pouvait guérir les blessures les plus profondes. Que la famille n'était pas seulement ceux qui étaient liés par le sang, mais ceux qui choisissaient de se soutenir mutuellement, de se protéger mutuellement. Caroline n'était plus une victime. C'était une survivante, une guerrière qui avait traversé les ténèbres et trouvé la lumière. Et moi, je n'étais pas seulement son amant, mais son partenaire, celui qui lui tiendrait la main à travers tous les défis. Le matin de notre mariage, je me suis tenu devant le miroir de notre petit appartement, ajustant la cravate bleu pâle que Caroline avait choisie pour moi. Les premiers rayons de soleil se sont glissés à travers les rideaux, illuminant la peinture vibrante qu'elle avait accrochée au mur. Chaque coup de pinceau, un morceau de son histoire. Je l'ai entendu fredonner une mélodie depuis la pièce voisine. Sa voix douce mais pleine de vie, et mon cœur s'est emballé de bonheur. Aujourd'hui n'était pas seulement le jour où nous devenions mari et femme. C'était le jour où nous déclarions au monde que peu importe la cruauté du passé, nous avions choisi de construire un avenir ensemble. Nous avons choisi une petite église à Brooklyn où de vieux bancs en bois et la lumière filtrant à travers les vitraux créaient une atmosphère chaleureuse et simple. Nous avons invité quelques amis proches, quelques collègues de mon cabinet d'avocat, et bien sûr, Denis. Il était devenu une partie intégrante de nos vies, un symbole de libération et d'espoir. Quand Caroline est entrée dans l'église dans une simple robe de mariée ivoire, j'ai eu le souffle coupé. Elle portait un maquillage minimal, juste une touche de rouge à lèvres rose tendre, ses cheveux bruns tombant doucement, et le sourire sur son visage était la plus belle chose que j'ai jamais vue. C'était un sourire de paix, plus ombragé par la peur ou la honte. Elle a remonté la courte allée, sa main liée à celle de Denis, qui l'escortait avec une allure maladroite mais fière. Je lui ai pris la main alors qu'elle se tenait devant moi, sentant ses doigts fins trembler légèrement dans ma paume. « Ça va » ai-je murmuré, et elle a souri en hochant la tête. « Mieux que jamais » a-t-elle répondu, sa voix douce mais certaine. Nos vœux étaient simples, pas ornés, mais chaque mot portait un poids profond. J'ai promis de l'aimer et de la protéger, non seulement en tant que mari, mais en tant que partenaire qui lui tiendrait la main à travers la lumière et les ténèbres. Elle a promis de me faire confiance, de me laisser entrer dans son monde, et de construire une maison avec moi où la peur n'avait pas sa place. Denis se tenait à proximité dans un costume légèrement trop grand que nous avions emprunté à un ami, ses yeux brillants alors qu'il regardait sa sœur. Il avait tellement changé depuis son départ de Providence. N'étant plus le garçon effrayé se cachant dans un coin, Denis parlait maintenant de rêve d'aller à l'université, de devenir ingénieur. J'ai vu en lui une nouvelle force, une chance d'une vie décente et sûre qu'il n'avait jamais osé imaginer auparavant. Alors que Caroline et moi échangions les alliances, j'ai jeté un coup d'œil à Denis et il m'a fait un signe de tête comme pour dire qu'il faisait partie de ce vœu aussi. Le vœu d'une famille construite sur le choix, pas sur la douleur. Dans les semaines qui ont suivi le mariage, nous avons commencé à construire notre nouveau foyer. Nous avons déménagé dans un appartement un peu plus grand, assez grand pour nous trois. Caroline l'a rempli de lumière, peignant les murs d'un beige chaud et s'occupant de petites plantes en pot chaque jour. Denis avait sa propre chambre où il accrochait des affiches sur l'ingénierie et éparpillait des livres au hasard. Je travaillais toujours au cabinet d'avocat, mais chaque soir en rentrant à la maison, je trouvais Caroline et Denis en train de cuisiner ensemble ou de se disputer en jouant sur le film à regarder. Ces petits moments étaient la preuve que nous avions surmonté les ténèbres. Notre amour n'a pas fui le passé. Il a affronté les blessures, les cauchemars, et les a transformés en force. La justice, bien que tardive, avait été rendue, non seulement pour Caroline et Denis, mais pour tous ceux qui avaient été blessés par Craig Donovan. J'ai appris que la justice n'est pas seulement des verdicts de salle d'audience. C'est le voyage de mettre la vérité en lumière, le courage de se lever et de dire « assez ». Et la famille, ai-je réalisé, ce n'est pas seulement ce dans quoi vous êtes nés. Ce sont les personnes que vous choisissez d'aimer, de protéger, avec qui marcher les jours les plus difficiles. Alors que Caroline et moi nous tenions sur le balcon, regardant la ville animée en contrebas, elle a posé sa tête sur mon épaule et j'ai senti son rythme cardiaque, régulier, paisible.
Denny était à l'intérieur, son rire retentissant d'une comédie à la télé. J'ai embrassé le front de Caroline en murmurant « On l'a fait, mon amour ». Elle a souri, ses yeux pétillants comme des étoiles. « On ne l'a pas seulement fait, Patrick », a-t-elle dit. « On vit. » Et à ce moment, sous les lumières de la ville, j'ai su que notre histoire, une histoire d'amour, de courage et de guérison, avait vraiment commencé.